Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Claire, je suis diplômée et je suis l'auteur du blog devenircommissaire-de-justice.fr. J'ai également créé le groupe Facebook qui s'appelle Devenir commissaire de justice, qui est un groupe privé d'entraide, d'échange, de partage, d'actualités juridiques, etc., etc. sur notre profession. Tu es le bienvenu, tu es la bienvenue. C'est la première communauté d'entraide et de partage pour les personnes qui souhaitent réussir l'examen de commissaire de justice. D'ailleurs, c'est dans ce groupe qu'on m'a posé la question de la méthodologie. Donc, je suis toujours dans ce défi de publier 30 vidéos en 30 jours. On commence à sentir la fin, donc c'est avec grand plaisir que je réponds à la question qui m'a été posée sur la méthodologie, sur un cas pratique, le syllogisme juridique, toute cette logique autour des épreuves écrites. Mais avant de répondre, je te rappelle que tu es libre de recevoir mon livre « Les 5 erreurs courantes qui empêchent de réussir l'examen de commissaire de justice ». Pour le recevoir, il suffit de cliquer sur le lien en description et tu recevras également le lien pour accéder à notre groupe privé d'entraide. Comment réussir une consultation juridique, un cas pratique, tout ça c'est la méthodologie du syllogisme juridique. Alors des livres entiers ont été écrits sur ces sujets, ça va être compliqué pour moi de faire une vidéo très courte et très efficace. Donc je me suis dit que le plus pertinent, ça serait que je prenne un exemple et pour cela je vais te l'afficher à l'écran. Donc je continue à parler avec toi et à analyser ensemble un cas pratique et les réponses qui peuvent être apportées. C'est la façon pour moi à mon avis, la plus pertinente de répondre à cette question. Autre conseil que je peux te donner, comme il y a pour l'instant peu de recul sur les sujets des années passées, ce que je te conseille, c'est d'aller regarder dans les professions voisines, c'est-à-dire n'hésite pas à lire des cas pratiques et bien sûr les réponses dans des livres concernant des sujets d'avocat ou des sujets de prépa d'avocat, mais également des livres. Notamment, moi j'aime bien la collection du CRFPA, mais il y a des livres spécialisés en cas pratique, en consultation juridique, etc. Donc n'hésite pas à aller voir ça. Et puis il y a également des livres qui expliquent par exemple la théorie du droit des obligations, la théorie du droit des biens et qui, à la fin du chapitre, te mettent un cas pratique avec une correction ou plusieurs cas pratiques, consultation juridique avec correction. Donc tu peux aussi aller chercher des exemples ici. Dernière astuce que je te recommande, c'est d'avoir en tête une liste de mots de liaison pour pouvoir bien montrer en fait à la personne qui te corrige que tu as compris les liaisons, que tu as compris quelle est la majeure, quelle est la mineure, que ensuite tu indiques ta conclusion par exemple de ton syllogisme juridique et que ensuite tu passes à une autre question par exemple. Ça, voilà, ça peut paraître bête comme ça, je sais que tu sais t'exprimer parce que tu n'en serais pas là si tu ne savais pas bien parler, si tu ne savais pas bien écrire, mais les mots de liaison, voilà, ce n'est pas que pour toi, c'est aussi pour la personne qui te corrige. En fait, elle va voir grâce à ça où tu en es dans ton raisonnement. Allez, c'est parti, on prend un cas pratique que j'ai trouvé dans un livre et nous allons l'analyser ensemble. Avant que je change l'écran, ce que je te recommande, c'est de lire au calme le cas pratique. Donc tu peux tout à fait mettre la vidéo en pause. Tu prends le temps qu'il te faut pour lire ce cas. Et puis pourquoi pas t'y réponds de ton côté. Et puis ensuite tu vas écouter la réponse à ce cas pratique. Je te souhaite un bon exercice. Voici le livre duquel est extrait le cas pratique que je te propose. Ici j'affiche bien sûr pour citer les professeurs et les personnes qui ont créé le cas pratique. Et maintenant je t'affiche le sujet à l'écran. Je te laisse en prendre connaissance. N'hésite pas à faire pause sur la vidéo. Ici, tu vois qu'il y a 5 questions qui surgissent et auxquelles nous devrons répondre pour avoir une vision complète de l'exercice. Donc ces 5 questions, tu vas en faire 5 parties de plan. Première partie, la responsabilité de l'enfant mineur. Deuxième partie, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Troisième partie, la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Quatrième partie, la responsabilité du préposé. Et cinquième partie, la détermination de l'obligation et de la contribution à la dette. Tu démarres l'introduction en indiquant par exemple « Une victime peut-elle engager la responsabilité civile dans le cas présentement indiqué ?» Et dans l'affirmative, quels sont les fondements lui permettant d'obtenir réparation.
Ensuite, tu rappelles les faits. En l'espèce, un enfant mineur est blessé dans l'œil. Il convient d'envisager le mécanisme de la responsabilité civile pour qu'il obtienne réparation. Ensuite, tu vas devoir affiner ton raisonnement. Donc, je te donne un exemple. Tu peux dire, plus précisément, 2 enfants mineurs qui se trouvent à la crèche ne sont pas liés par une obligation contractuelle ou par un contrat. Nous envisagerons donc la responsabilité civile délictuelle. A contrario, les représentants légaux de la victime, c'est-à-dire les parents de l'enfant mineur, ont conclu un contrat avec la crèche. C'est pourquoi nous explorerons le mécanisme de la responsabilité civile contractuelle également. Il conviendra d'explorer la responsabilité civile du préposé dans l'exercice de ses fonctions et ensuite tu indiques la définition. Donc la responsabilité civile extra-contractuelle ou délictuelle est régie par les articles 1240 et suivants du Code civil. 3 conditions sont nécessaires pour engager la responsabilité civile extra-contractuelle d'une personne. Premièrement, la victime prouve l'existence d'un dommage réparable. Deuxièmement, la victime justifie d'un fait générateur de responsabilité. Troisièmement, la victime rapporte la preuve de l'existence du lien de causalité entre le dommage et le fait générateur de responsabilité. Ensuite, tu annonces ton plan. Il conviendra d'aborder la responsabilité de l'enfant mineur, grand 1, virgule, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur, grand 2, la responsabilité du commettant du fait de son préposé, grand 3, la responsabilité du préposé, grand 4, et enfin, d'exposer le sort de l'obligation et de la contribution à la dette, grand 5. Grand 1, la responsabilité de l'enfant mineur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, moi personnellement Claire aujourd'hui dans cette vidéo, mais par contre je vais te partager le plan proposé par le sujet. Donc nous sommes dans le grand 1, la responsabilité de l'enfant mineur, grand A, le dommage, petit 1, qualification du dommage, petit 2, caractère réparable du dommage, grand B, la faute, grand C, le lien de causalité. Donc dans ces parties qui sont en fait les conditions, tu vas vérifier si les conditions sont remplies et si les 3 sont remplies, si la responsabilité peut être engagée. Une fois cela établi ou exposé, tu envisages le grand D, les causes d'exonération. N'oublie pas de conclure qu'il n'y a pas d'exonération partielle, que par conséquent la victime n'est pas fautive. Grand 2, la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Donc tu reprends en grand A le dommage. Ici dans le corrigé, on nous dit le dommage a déjà été étudié et les correcteurs proposent de passer directement au grand B. Grand B, les conditions de la responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur. Ici, tu vas explorer plusieurs conditions. Donc petit 1, la minorité. Petit 2, le lien de filiation. Petit 3, l'autorité parentale. Petit 4, la cohabitation. Petit 5, le fait causal de l'enfant. Donc pour ça, je te renvoie à tes livres. Et au Code civil, évidemment. Grand C, toujours la même chose, dans la dernière partie, les causes d'exonération. Et encore une fois, je me permets de le répéter parce que la répétition est l'essence de la pédagogie, mais bien sûr, tu conclus en disant qu'il n'y a pas d'exonération possible. Grand 3, la responsabilité du commettant du fait de son préposé. Donc en fait, avec ce mécanisme de responsabilité civile, tu suis toujours le même raisonnement. Donc ici, grand A, le dommage. Donc tu remets la phrase « le dommage a déjà été étudié précédemment ». Grand B, les conditions de la responsabilité du commettant. Petit 1, le lien de préposition. Petit 2, la faute du préposé. Petit 3, la faute commise dans l'exercice des fonctions du préposé. Et là également, tu conclus, bien sûr. Grand C, le lien de causalité. Et
Grand 4, la responsabilité du préposé. Grand A, le dommage. Grand B, les conditions de la responsabilité du préposé. Grand 5, la détermination de l'obligation et de la contribution à la dette. Je te souhaite d'excellentes révisions et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo.